Bonjour à tous, on est au salon Innovia 2014 et on a l'honneur vraiment aujourd'hui de rencontrer une personne qui vient directement de la Silicon Valley, de la baie de San Francisco, nous parler de son expérience. Et c'est Phil Jeudy. Phil Jeudy, vous êtes lobbyiste là-bas, dans la baie de San Francisco. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. C'est vraiment très sympa d'avoir fait tout ce voyage au salon Innovia à Strasbourg. 10 heures d'avion 10 heures d'avion. et 2h30 de train. Pas oublier. Hein, je suis en Alsace. On est en Alsace ici. Hein. Tout à fait. On est à Strasbourg, on n'est pas à Paris. Donc, mais tout va bien. Tout va bien ? Tout va très bien. Bon, très bien. Alors, bon, vous êtes connu évidemment dans le monde du web, des nouvelles technologies, etc. Est-ce que quand même vous pouvez vous présenter par rapport aux personnes qui ne vous connaîtraient pas ? Ça fait maintenant bientôt 7 ans que je travaille à San Francisco et j'aide des entreprises françaises dans un certain nombre d'activités. Ça peut être l'implantation, ça peut être l'organisation de voyages bien ciblés par rapport à des objectifs précis. Pour moi, l'essentiel, c'est d'aider les entrepreneurs français à comprendre un petit peu ce qui se passe et comment on peut utiliser la Silicon Valley, comment on se met en place. Et ça fait 7 ans que je vois des histoires, que je vois des gens venir, repartir. Et je suis comme une éponge. J'absorbe et je restitue cette expérience aux gens avec qui je travaille ou dans mes écrits, puisque j'ai un petit blog sur l'Express qui s'appelle le journal de la Silicon Valley, où je dis un petit peu ce que je pense du sujet. Alors le sujet, justement, aujourd'hui, c'est de parler de comment on s'implante dans la Silicon Valley. Alors évidemment, il y a des exemples dont on rêve, Google, Facebook, Twitter, etc. Moi, j'ai envie de savoir, première question, comment eux, ils ont fait pour réussir, alors que, bon, peut-être qu'il y avait une centaine de personnes qui avaient la même idée qui n'ont pas réussi. C'est très simple, Mark Zuckerberg il s'est fait plaquer par sa copine, ça l'a bien énervé et puis il a eu l'idée de créer ce match entre des visages de femmes, il était vraiment super énervé et Facebook est né d'une déception amoureuse. Google en fait, Larry Page et Sergey Brin sont des académiciens en quelque sorte et ils ont imaginé parce qu'on se remet à l'époque dans les années 96, 97, je ne sais plus précisément, ils ont imaginé d'indexer toutes les informations qui étaient disponibles sur Internet, parce que pour des académiciens, la meilleure façon d'être reconnu parmi ses pairs, c'est de publier au maximum. Donc Google est né d'une vision de gens qui voulaient permettre d'indexer tout ce qu'on pouvait trouver sur des thématiques scientifiques. C'est comme ça qu'est né Google et c'est comme ça que sont nés Facebook. Donc en fait, comme Twitter, tu aurais pu... Pardon, je tutoie, j'arrive pas à le vouvoiement, je suis désolé, c'est terrible. Twitter, c'est en fait une équipe qui a imaginé d'utiliser un outil très simple pour communiquer entre eux et c'est devenu Twitter. C'est ça un petit peu, on cite souvent ces grosses boutiques qui aujourd'hui sont connues, font des millions de dollars de chiffre d'affaires et de profit, si ce n'est des milliards, pardon, excusez-moi, j'ai encore un petit peu de décalage. Mais à l'origine, c'est souvent des accidents tout à fait heureux, mais c'est comme ça que des entreprises se créent en règle générale. Ça arrive aussi de quelqu'un qui a la vision, les taxis, j'en ai ras-le-bol d'être traité comme un chien quand je rentre dans un taxi. Je pense qu'il y a une autre façon de faire ce business et il y a des gens qui s'accrochent à leur idée par l'observation et qui arrivent à exécuter parce qu'aujourd'hui on peut faire des sites web, des applications mobiles assez rapidement et il y a toutes des formules pour arriver, à réussir, mais c'est souvent un hasard, il y a des choses qui fonctionnent, on ne sait pas trop pourquoi, il faut bien un peu de magie, c'est fait par des êtres humains après tout. Alors ça c'est le début du projet, je dirais, l'idée, et puis effectivement, tout le monde peut avoir des bonnes idées, mais est-ce qu'il y a quand même des étapes, alors sans en rentrer encore dans le détail, parce qu'on y rentrera peut-être un peu plus tout à l'heure, des grandes étapes à franchir quand on veut s'implanter, quand on veut réussir? Est-ce qu'on passe par d'abord, je ne sais pas, un prototype, un financement comment ça se passe au niveau des étapes, des grandes étapes à franchir? Je pense la première, je rencontrais des étudiants d'Epitech là, qui étaient en train de m'expliquer comment ils occupaient leur temps libre au-delà de leurs études et ils expérimentent des sites. Je pense que
La première façon de s'implanter déjà, c'est de s'implanter là où on est et de s'implanter globalement. On n'a pas besoin d'être dans la Silicon Valley pour réussir son entreprise, pour faire quelque chose. On est bien en Alsace. Je connais des gens qui font des choses qui ont bien marché globalement et qui, pour rien au monde, n'iront s'installer en Californie ou je ne sais où. Ils sont bien. L'Alsace, c'est un bon pays. J'ai visité Strasbourg hier. J'y resterai bien. C'est un pays où il faut bon vivre et c'est avant tout ça qui est important. C'est de construire son projet là où on est, de le développer et d'arriver au concept, je ne sais pas comment dire, je deviens comme tous ces gens ennuyeux, je ne sais plus comment on dit en français, mais c'est vrai, malheureusement, je suis désolé, la preuve du concept. C'est arriver à se prouver soi-même, se prouver soi-même en démontrant qu'on peut avoir des clients, que des gens sont intéressés par ce qu'on fait, pas uniquement quand on les pitch entre la poire et le fromage, mais bien parce que, non, ça m'intéresse, je veux l'utiliser pour mon entreprise, on l'installe sur iTunes ou n'importe quoi, et puis les gens commencent à le télécharger. Ça, c'est une preuve. Donc, je pense qu'il est important. Je sais qu'en France, on développe quelque chose, puis après, on cherche à le financer parce que il y a beaucoup d'argent en France. Hein, il n'y a pas que de l'argent en Californie. Il y a de l'argent des investisseurs, des business angels. L'État est là. Le généreux État est là pour vous aider sous toutes ses formes. Je pense que ce qui est important en tout cas, et c'est vraiment un vecteur essentiel de réussite par la suite, c'est de se prouver à soi-même qu'on a développé quelque chose qui tient la route parce qu'on a des clients, on a des gens qui sont intéressés. Et ensuite, on peut imaginer, la Silicon Valley, c'est pas pour aller réussir, c'est pour, d'une certaine façon, atteindre le marché américain et puis aller un petit peu plus loin dans la démarche. On sait très bien que c'est là-bas où aujourd'hui il y a le plus d'investisseurs, que c'est là où les gens vont principalement. Pour développer leurs produits. C'est un peu le rêve de tout le monde, mais il y a des boîtes de la Silicon Valley qui ont levé plus de 200 millions de dollars, qui manquent de disparaître, et s'il n'y avait pas un Alibaba chinois ou d'autres, n'existeraient plus déjà. Donc c'est pas non plus un gage de réussite. Donc pour répondre à la question, en résumé, la meilleure façon d'abord, c'est de créer son histoire, où que l'on soit. À Marseille, à Strasbourg, à Colmar, Riedisheim, où vous voulez. Ce qui est important, c'est de penser global. Et je sais qu'on aime la France, on aime le français. Pensez à développer tout ce que vous faites en anglais. On ne peut pas l'éviter. C'est devenu la langue mondiale au cas où on ne le saurait pas. Il faut penser global et avoir, je dirais, cette dualité de langue. Je vois souvent des gens qui viennent me voir avec quelque chose qui n'a pas encore été développé en anglais. Oui, mais on va le faire, ça va être faire. Non, tu le fais dès le départ, à l'origine. Pensée globale. Alors, en 2013, 50% des entreprises créées, des startups créées dans la Silicon Valley, dans la baie de San Francisco, étaient le fait d'étrangers, notamment surtout les Chinois et des Indiens. Aujourd'hui, comment on fait on a créé son produit en France, comment on fait? On arrive là-bas, qui on voit? Est-ce qu'il y a des gens typiquement qu'il faut aller rencontrer? Est-ce qu'il faut former une équipe sur place? Est-ce qu'il faut d'abord lever des fonds? Quand on arrive là-bas, comment ça se passe directement? On atterrit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait beaucoup de questions. Il y a différentes façons d'approcher le sujet. D'abord, il y a aller prendre la température. Et ça, la température, c'est par wagon entier. Enfin, c'est un avion qui décolle toutes les semaines. Il y a des gens qui viennent. Alors, il y en a qui viennent pour lever de l'argent. Bon, ceux-là n'ont pas compris que si on n'a pas une société aux États-Unis, si on n'a pas commencé un petit peu à ce que les gens soient habitués à soi, on va pas. Il n'y a pas de miracle, quoi. Lever de l'argent sur une nappe dans une pizzeria à Palo Alto, ça peut arriver, hein. Mais faut pas rêver. Donc, ce qui est important, c'est d'y aller déjà pour comprendre si véritablement on est prêt, si on a quelque chose. On va rencontrer des gens, il faut cibler les gens qu'on veut rencontrer. Et puis, faut pas y aller avec l'illusion, je vais trouver des investisseurs tout de suite. Il faut, pour envisager sérieusement de faire quoi que ce soit aux États-Unis, il faut avoir une société américaine, avoir, je dirais, une première implantation,
et faire de façon à ce que les gens soient habitués un petit peu à vous. La meilleure façon de lever de l'argent, c'est quand les investisseurs viennent à vous. Voilà, c'est assez clair, donc comme ça c'est dit. Ils vous attendent pas, il n'y a pas un wagon d'investisseurs qui attendent à l'aéroport. Il faut y aller, comprendre un petit peu comment soi-même on se situe dans cet environnement-là. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sent qu'on a les éléments pour le faire? Et puis si on est vraiment décidé, et je réponds à différentes questions, je pense qu'on ne peut pas aller aux États-Unis très sérieusement sans y avoir soit le support de son investisseur local, enfin il faut de l'argent en clair. Je connais des gens qui ont réussi, je peux citer des Français qui sont en train de développer quelque chose d'absolument intéressant. Ce sont des gens qui sont venus aux États-Unis, qui n'avaient pas forcément l'idée au départ, mais c'est des gens qui avaient réussi déjà, qui avaient de l'argent et qui avaient donc les moyens de se développer, de comprendre, de prendre le temps, parce que c'est paradoxal, mais il faut à la fois aller très très vite dans l'exécution, et quand on arrive, il faut vraiment se mettre un sablier dans la tête, parce que les choses vont très très vite. Mais en même temps, la meilleure façon d'y aller, c'est avec de l'argent. Et c'est souvent en ayant eu des premières levées de fonds qu'on peut réussir. Bon, typiquement, si vous connaissez, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas Bertrand Diard, qui est arrivé avec son cofondateur, il était poussé par ses investisseurs, et Talend a réussi à se développer parce qu'ils avaient la graine, ils avaient faim, ils avaient envie. Et ils ont réussi avec un peu d'investissement de prendre le temps de décoller. Après, une fois qu'on y est, donc je continue sur les questions que tu m'as posées. La meilleure façon, c'est encore une fois, c'est vous avez commencé votre histoire, vous avez développé, vous avez quelque chose, vous le savez. Vous avez convaincu des investisseurs, vous avez convaincu des clients. Ce qu'il faut, c'est continuer l'aventure, et puis pas forcément se jeter dans les bras de toutes les personnes qui vont se présenter à vous, parce qu'ils sont nombreux, les gens qui sont prêts à vous aider, pas forcément pour faire votre communication, pour développer, pour vous recruter, etc. Les Français ont beaucoup de mal à recruter aux États-Unis. Ce que je constate des entrepreneurs, et là je ne citerai pas de nom par pudeur, mais qui ont réussi en France, et en venant aux États-Unis, pour certains c'est difficile, parce que quand vous arrivez aux États-Unis, c'est comme aller en Chine, quoi. Tu citais les Chinois tout à l'heure. Ils parlent anglais, vous avez l'impression de les comprendre, mais en fait, c'est très très difficile. Donc, il faut constituer une équipe. Et constituer une équipe, ça veut dire savoir s'entourer. Il faut la constituer ici, avant de partir, ou sur place? Je pense que dans le contexte aujourd'hui des entreprises françaises, la R&D, et vu comment le gouvernement et les aides qu'on peut avoir en France, et c'est ce que font les grosses entreprises dont vous avez entendu parler dans les journaux, comme Criteo ou d'autres sociétés, ils ont une bonne partie de leur développement qui est aujourd'hui fait en France. Le gouvernement fait tout pour essayer même Dailymotion, monsieur de Montebourg nous a arraché Dailymotion à Yahoo. J'aime bien le reciter à chaque fois parce qu'on a tous la hargne de ne pas avoir vu le plaisir de Dailymotion s'implanter à Sunnyvale. Ça aurait été génial avec Yahoo. Donc il faut bien s'entourer. Bien s'entourer, ça veut dire trouver des gens qui vont croire en ce que vous faites. Donc là, peu importe qu'ils soient américains, chinois. San Francisco, c'est une ville qui a un tiers chinois. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'entrepreneurs chinois. D'abord parce qu'il y a beaucoup de Chinois dans cette région. D'abord parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent chinois. Aujourd'hui, des investisseurs, des fonds, des investisseurs américains vont chercher les gros fonds là, de 500 millions de dollars ou plus. Ils vont les chercher en Chine parce que l'argent est pour partie beaucoup là-bas. Donc il faut trouver... Oui, bonjour. Il faut trouver des gens qui vont vous accompagner, des mentors, des gens qui vont peut-être être des business angels, qui vont croire en votre projet. C'est comme ça qu'on commence à s'entourer. À partir de là, si tu arrives à convaincre des gens qui sont implantés localement, des entrepreneurs qui ont déjà réussi, des spécialistes du domaine dans lequel tu travailles, pas n'importe quel, parce qu'il faut que les gens comprennent ce que tu fais et investissent parce que ils croient en ton projet, eux vont t'aider
à constituer une équipe. C'est la meilleure façon. Partir, puis aller discuter avec des boîtes de relations publiques tout de suite, des boîtes de recrutement et dire je vais constituer mon équipe, je vais faire parler de moi, je vais... Non, c'est commencer à balancer l'argent par la fenêtre. Il faut savoir s'entourer avec des gens qui connaissent bien ce que l'on fait et qui vont être les premiers relais vers l'investissement ultérieur ou vers la constitution d'une équipe. D'accord. Moi, j'ai vu sur le web une petite histoire que je trouve vraiment révélatrice. Je crois que c'est Fabien Degaugue de Pierrepont qui a créé Pierrepont en 2006. À l'origine, oui. Il a cherché sur toutes les plateformes de financement en Europe, en France et en Europe. Il a réussi à lever 200 000 euros. Il est allé aux États-Unis et quelqu'un qui lui a fait un chèque immédiatement. Il a cru en son idée et en 3 ans, il a levé, alors je reprends mes notes, mais c'est 6 millions de dollars. Donc, il y a un peu deux poids, deux mesures. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, mais est-ce que les gens sont mis plus facilement, prennent beaucoup plus de risques? Ici, est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que voilà, la différence entre ces deux mondes, finalement, c'est les personnes ou c'est le système? Ouais, c'est un peu les deux, mon capitaine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas en France à lever de l'argent parce que c'est pas évident de lever de l'argent. La fiscalité, je pense que si nos ministres actuels veulent un petit peu aider véritablement l'écosystème des startups, c'est pas en distribuant comme ça des millions à droite et à gauche, mais bien plus en donnant un petit peu plus d'envie aux gens d'investir dans des entreprises parce que il y a beaucoup d'argent en France. D'argent disponible et pas forcément de l'argent public, et aussi de l'argent privé. Donc c'est évident que l'argent qu'on peut trouver dans la Silicon Valley, c'est incomparable. Et l'histoire de Fabien, que je connais personnellement, on peut en citer d'autres, des exemples, mais je dirais dire, voilà, il a levé 200 000, il a levé 6 millions, il a pas senti il n'a pas trouvé les gens pour comprendre ce qu'il voulait faire en France. C'est lié à son parcours, c'est lié aux gens qu'il a rencontrés. Il n'a pas rencontré tous les business angels de Paris. Il était basé à Lille, donc bon, il n'a pas réussi à trouver forcément les gens qu'il voulait en France. Il était content de partir aux États-Unis. À un moment donné, on en a marre, on a envie d'aller essayer ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont réussi à lever de l'argent, beaucoup d'argent en France, lever 1 million de dollars. Je connais des gens qui personnellement ont levé 1 million de dollars, c'est-à-dire 600, 700 000 euros auprès d'investisseurs en France, ça existe. Mais bon, il faut... y a un problème de mentalité, de fiscalité en France. Je pense qu'il y a assez d'argent, mais il faut inciter les gens à investir plus et puis arrêter de se taper sur la tête en permanence parce que je pense qu'il y a des moyens de construire des beaux projets en France et de continuer. Une boîte qui s'introduit en bourse qui s'appelle Criteo, qui a encore sa R&D en France, ça devrait interloquer un petit peu, de se dire bordel, c'est réplicable, on s'en fout de faire le prochain Facebook ou Google, on peut faire des belles histoires, faire une plateforme comme Dailymotion qui est la 3e plateforme de vidéo dans le monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme ce qu'a fait Dailymotion. Bon, YouTube est très loin, les Chinois peut-être aussi, mais on a réussi des choses incroyables. Donc il faut être conscient de ça et regarder un petit peu plus les réussites et voir comment on peut s'en inspirer. Après, dans la Silicon Valley, bien évidemment, je connais l'histoire de Fabien dans le détail. Bon, bah, on rencontre des gens et effectivement, pour un business angel qui va donner 500 000 dollars, pour certains, ça leur fait même pas mal. Parce qu'il y a eu la Silicon Valley, c'est un peu comme une espèce de plateforme financière pour des gens qui ont des idées, en fait. La Silicon Valley, ça fait... je ne sais pas, depuis les années 50, 60, que ça s'est mis en place. Il y a eu Stanford qui a été créé à la fin du 19e siècle. Donc il y a eu des éléments, déjà des premiers éléments pour sortir des gens qui, dans les années 50, vont commencer à sortir des brevets assez intéressants dans le domaine de la puce. Et puis il y a des choses qui sont mises en place. Il y a le capital risque qui s'est mis en place. Et aujourd'hui, il y a effectivement je ne sais combien de fonds qui distribuent par paquet de 10 à 20 millions. Et puis, il y a des entreprises qui sont là pour se faire racheter. Certaines réussissent en bourse. Et bon, on en a entendu parler, ce n'est pas forcément des réussites. Clairement, la Silicon Valley a des critères et des facteurs de chiffres qui n'ont rien à voir. Donc, ça ouvre les capacités, les
les chances de réussite, bien entendu. Oui, le marché derrière aussi, effectivement, qui est beaucoup plus vaste aux États-Unis. Il y a le marché américain, mais globalement, c'est vrai que aussi, ils sont un peu. C'est vrai que les Américains, ils s'adressent beaucoup, et on leur dit de penser global, mais en fait, ils sont beaucoup aidés par leur marché intérieur, qui est quand même, quand je m'appelle Hubert et que je vais commencer par San Francisco, puis maintenant je vais faire Los Angeles, je vais faire New York, je vais faire Chicago, je vais faire Seattle. Ouais, c'est des grosses villes à chaque fois. Nous, je vais faire Strasbourg, c'est 700 000 habitants. Regardez San Francisco, c'est qu'1 million d'habitants. Hein. C'est une toute petite ville, mais il y en a d'autres à côté qui sont assez importantes. Donc ça aide pas mal. Le marché américain intérieur aide pas mal dans le développement. Et comment on pourrait, nous, crier un petit peu cocorico là-bas? Est-ce qu'il y a quand même des profils recherchés par les startups américaines? On s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais je veux savoir quand même si la France était recherchée pour certaines compétences. Bon, est-ce que j'ai pas déjà fait un cocorico? Non. J'ai déjà fait un cocorico. Non, un autre cocorico, je travaille actuellement avec des personnes dont l'objectif est de permettre à des ingénieurs français de se faire recruter dans la Silicon Valley. Ça fait 7 ans maintenant que je contacte des entreprises pour mes clients, pour des voyages d'études et autres. Il n'y a pas une entreprise où je ne trouve pas un VP of Engineering ou un dirigeant, clairement, qui ne soit pas français. Dans beaucoup de secteurs qui sont assez disruptifs, comme on dit en anglais, innovants. Il y a souvent des Français dans l'équipe. Et aujourd'hui, les ingénieurs, tu parlais on va parler des Indiens. Les ingénieurs, il y a beaucoup d'ingénieurs indiens aux États-Unis, donc beaucoup d'entrepreneurs derrière. Et il y a énormément d'entrepreneurs, d'ingénieurs français. Et là, je vois aujourd'hui, s'il n'y avait pas aux États-Unis ce problème de visa de travail, qui aujourd'hui est un véritable problème parce que pour travailler aux États-Unis, on n'arrive pas comme ça. Il faut un visa, il faut avoir l'autorisation des États-Unis et ils freinent encore aujourd'hui. Et le problème, c'est que ça met vraiment en difficulté beaucoup d'entreprises américaines qui aujourd'hui, certaines que j'ai rencontrées dans le cadre de cette activité, m'ont dit écoute, avant la fin de l'année, il faut que je recrute 150 ou 300 ingénieurs. On est en septembre, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en déficience d'ingénieurs, qui sont en retard dans leur propre programme de développement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir assez d'ingénieurs. Donc les ingénieurs, c'est une matière très très rare, ils se la disputent. Les salaires sont complètement incroyables. Les méthodes des recruteurs sont absolument... j'ai recruté des Français. Ils étaient à peine arrivés, la peinture elle était à peine fraîche. Ils avaient déjà des recruteurs et des recruteurs de société qui les appelaient. Bon, rien à faire. Hein. Ils sont dans leur période d'essai, on va aller chercher, tu peux gagner 2 fois ce qu'on gagne, viens donc chez nous, etc. Donc s'il y a un autre cocorico à faire, puisque c'était le sens de ta question, je pense que les ingénieurs français aujourd'hui, il y a une formation, il y a une forme de réflexion et de pensée et une formation qui aujourd'hui est absolument, recherchée. Donc les centraliens, les polytechniciens, les épithéciens, enfin toute l'échelle, il y a véritablement beaucoup de Français qui sont... je l'ai vu là sur les 2-3 dernières années, enfin je scannais pas mal à une certaine époque, aujourd'hui j'en découvre tous les jours, c'est incroyable, il y a un mouvement, j'en profite, un petit cocorico, quelque chose dont je trouve c'est fantastique, c'est WHILE 42, W-H-I-L-E 42, c'est des Français basés à San Francisco qui ont imaginé de fédérer les ingénieurs français qui sont implantés à San Francisco et c'est en train de se développer. Alors, il y a une réunion tous les mois, ils font une espèce de speed dating pour se connaître. Et il y a une forme vraiment dans la jeune génération, nos jeunes ingénieurs de la vingtaine, là, trentaine un petit peu, qui sont en train de se fédérer d'une façon absolument incroyable et qui, eux, ont trouvé le bon moyen parce que le cocorico, en règle générale, il résonne mal. Le coq, il sonne pas très bien, je trouve, des fois aux États-Unis. Là, par contre, ils sonnent super bien. Et ce que font, c'est Sylvain Kalash, Julien Barbier, je les cite personnellement, sont l'exemple même que les ingénieurs français sont smart, ils savent bien représenter le pays et ils savent... actuellement, WHILE 42, ça se développe à travers le monde. Il y a des chapitres, tout le monde vient les voir parce que les ingénieurs, aujourd'hui en France, j'en profite pour faire un cocorico, l'inverse du cocorico, l'innovation en France est encore monopolisée un peu trop par les SS2I.
vie. Je suis désolé, mais le monde des startups est vraiment en train de nous prouver un certain nombre de choses. Et je pense qu'il y a encore des choses à apprendre en France. J'en ai parlé, l'investissement, il va falloir aider un petit peu plus. Mais aussi, je pense qu'il va falloir que véritablement on se mette à donner sa chance aux jeunes, aux petites équipes, les grosses entreprises, les PME. N'hésitez pas à intégrer des jeunes que vous voyez développer des choses intéressantes parce je pense qu'il y a la preuve, c'est si vous n'allez pas les prendre, comme l'a dit un jour Jeff Clavier en pleine conférence à Monsieur de Montebourg, je m'en fous, nous on les prend, on va vous les prendre vos ingénieurs. Donc il faut vraiment se poser des questions et cajoler les ingénieurs, donnez-leur les moyens de développer. Apprenez-leur le business aussi et je sais que ces écoles commencent maintenant à se poser la question de les amener un peu plus vers le business. C'est vraiment intéressant ce qui se passe en France en ce moment et ça se ressent véritablement et c'est pas par fierté. Pour moi, je vois le monde globalement et par moments toute cette espèce de cocorico. Bon, bref, me gave un peu parce que je trouve qu'on représente pas toujours bien, mais il se passe des choses très intéressantes et la France est très très désirée du point de vue au moins de ses ingénieurs. On le voit ici à Innovia, effectivement, on a plein d'innovations différentes. Je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je rebondis sur ce que tu dis. Aussi bien dans le service, dans le conseil, dans les nouvelles technologies, dans le web, dans les applications mobiles, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes ici, qui vraiment correspondent à ce que tu dis. J'avais une dernière question qui me semble importante, parce que là on parle d'entreprise, on parle de financement, on parle de façon de faire, mais les hommes dans tout ça, c'est-à-dire les gens qui vont aller à San Francisco, finalement, ils vont vivre là-bas, ils vont donc bouleverser leur vie. Et je trouve intéressant l'angle aussi de dire, ok, moi je suis entrepreneur à Strasbourg, ailleurs, je vais aller vivre à San Francisco, à quoi je dois m'attendre en termes de rythme de vie, en termes de coût de la vie, en termes de est-ce que je peux amener ma famille, et tout ça, ce sont des choses effectivement dont on ne parle pas forcément, mais je trouve qu'ils sont essentielles dans la vie de l'entrepreneur, parce que c'est l'humain qui passe aussi en premier. C'est un élément absolument déterminant et souvent des gens viennent me voir, me demandant un petit peu ce que j'en pense et quand je commence à parler, pour moi personnel, professionnel, c'est pas séparé, c'est une version complètement obsolète de la vie et on voit à quel point c'est difficile pour parfois le travail, la conception du travail et je trouve qu'il faut vraiment changer un petit peu la vision de tout ça. Et donc je parle des critères un peu personnels et bien souvent, moi ça m'est arrivé que des gens que je conseillais, parce que ça a été un peu mes activités, j'avais peur pour eux franchement, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, c'est à la fois à quel point la vie est chère, vous ne vous rendez pas compte. Aux États-Unis, tu perds ton job, franchement, en 6 mois, tu te retrouves dans la rue. Je n'ai jamais vu autant de misère à San Francisco, en France. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée à quel point on est soutenu en France. Ça, c'est un joli cocorico aussi. Hein. C'est bien un pays, il fait bon vivre. Donc c'est très important parce que avec les problématiques de visa, vous ne pouvez pas permettre à votre épouse ou votre époux, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont entrepreneurs, il n'y a pas que des hommes. Il y en a beaucoup des femmes ou... Pas suffisamment, ça reste encore un truc de mec, ça c'est terrible. Ouais, je suis désolé. Tous les visas ne donnent pas l'accès à la personne qui nous accompagne dans notre vie à pouvoir travailler, donc ça c'est un problème important. Le bonheur, et puis ça n'a rien à voir. Bon, il faut un petit peu venir découvrir ce qu'est la vie là-bas pour comprendre que ça n'a absolument rien à voir, il faut véritablement de l'argent. C'est incroyable, quoi. Les choses coûtent cher. Aujourd'hui, juste un exemple, je conseille une jeune start-up ukrainienne qui est implantée dans le cadre d'un incubateur. Donc pendant 4 mois, ils sont à San Francisco et ils cherchaient à être pas loin de leur bureau. Et donc ils sont allés dans le pire quartier de San Francisco. Vous n'avez pas idée, je ne vais même pas vous décrire, c'est une horreur. Ils payent pour 2 chambres. Pour 2 chambres, 3 500 $. Imaginez à Paris un appartement avec 2 chambres, 3 500 €. C'est incroyable. Et puis, la santé, l'assurance, vous devez être assuré. Ça coûte au moins 1 000 $. Et si vous n'êtes pas assuré, ça va vous coûter très cher. L'éducation.
Si vous voulez mettre vos enfants et garder un petit peu, on va revenir en France, donc vous voulez qu'ils gardent un petit peu contact avec le système scolaire français, c'est 20 000 $ par enfant. 20 000 $ par an par enfant. Donc en clair, le budget mensuel pour un couple qui a 2 enfants, c'est plus de 10 000 $, quoi, parce que les voitures, les parkings, enfin tout coûte cher. Donc l'aspect visa, tous ces aspects-là personnels, tu as raison de le souligner, sont des aspects importants parce qu'on n'amène pas sa famille là-bas pour galérer, pour vivre, je dirais, sans profiter d'une certaine façon et puis d'être véritablement en bonne situation mentale parce que ça va être super compliqué, il faut bosser. Franchement, moi, j'ai plus l'habitude, je suis désolé, mais je prépare un voyage, j'ai envoyé un email vendredi, le week-end, j'ai pas eu une réponse. Je dis, mais excusez-moi, vous pouvez pas me répondre. Ah ben non, excusez-nous, c'est le week-end, donc on travaille pas. Je suis désolé, mais peut-être que je suis pas un exemple, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, si on décide d'être dans cet univers-là, on n'a plus de nuit, on n'a plus de jour, on n'est pas certain de réussir, les chances de réussite sont faibles, donc il faut y aller, quoi. Donc c'est important de mettre le paquet. Pour mettre le paquet, il faut être dans de bonnes conditions financières et personnelles. Et petite question complémentaire par rapport à ce que tu dis, quand on va aux États-Unis, qu'on arrive à s'implanter, donc on investit là-bas et que les gens croient en notre projet, qu'on devient entrepreneur, est-ce que c'est plus facile à ce moment-là de ramener sa famille, d'avoir un visa de travail pour la conjointe ou le conjoint, ou est-ce que c'est aussi compliqué pour elle d'avoir une green card, comme on dit Non, mais pour travailler aux États-Unis, il y a différentes façons, il y a différents visas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a le visa entrepreneur qui permet à votre femme de faire ce qu'elle veut. Donc ça veut dire qu'on est capable de prouver à l'administration américaine qu'on a de l'argent disponible, qu'on va investir et qu'on va embaucher. Donc ça, c'est le visa investisseur. Après, il y a d'autres visas qui ne donnent pas la possibilité. Alors, c'est typiquement un ingénieur, je suis ingénieur français, Google me veut, je t'embauche et je vais te prendre avec un type de visa qui ne va pas forcément permettre à ta conjointe de travailler. Franchement, il y a 9 heures de décalage. D'avoir une partie de sa famille pas avec soi, c'est impossible. Tu vas pas dormir. Déjà, il faut travailler. Si en plus il faut s'occuper de sa famille qui est à distance, donc il faut trouver le bon visa, être bien conseillé, faire affaire à des avocats spécialisés, ne pas se confier, ne pas écouter trop les gens autour de soi. Moi c'était comme ça, moi c'était comme ça. Chaque cas est unique. Il faut contacter des spécialistes pour savoir quelle est la bonne situation dans votre cas personnel. Mais je ne vois pas. On peut partir 3 mois pour commencer à sentir un petit peu ce qui se passe. Et si vraiment on est sûr, donc là on peut embarquer sa famille, mais le visa, la problématique du visa reste la même. C'est le choix du visa qui va déterminer le contexte dans lequel on peut amener sa famille et la personne, son conjoint, et les conditions dans lesquelles il pourra travailler s'il a besoin. Très bien, alors on va terminer. Dernière petite question. Là, déjà il y a plein d'entreprises ici. Il y a Petite Entreprise pour Net qui est le partenaire Gold du salon. Il y a d'autres entreprises. Il y a Idatech qui présente les Google Glass. Il y a Epitech qui est l'école ici. Qu'est-ce que voilà, on peut leur dire pour leur dire maintenant, si vous voulez aller dans la Silicon Valley, en 2-3 mots, un dernier petit conseil avant de nous quitter, Phil Jeudi. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est oublier enfin, je vais répondre à ta question. Commencez à penser à développer ce que vous êtes en train de faire. Achever des succès dans votre business globalement, pensez global. Et puis ensuite, s'il le faut, si vous êtes ingénieur, je sais qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs d'Epitech que je vois venir faire leur stage aux États-Unis. Venez tenter votre chance parce qu'effectivement, je suis désolé, mais on n'a pas encore le terrain suffisant pour permettre à des jeunes ingénieurs talentueux ça change petit à petit, mais il n'y a pas encore le terrain favorable pour toutes nos... Enfin, c'est des grosses sessions, hein, Epitech tous les ans, c'est vraiment un paquet d'ingénieurs et je ne parle pas de tous les autres, hein, Polytechnique, les Centraliens, tout ça, c'est des centaines d'ingénieurs qui arrivent sur le marché du travail tous les ans. Donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance. Et je pense que vous aurez beaucoup de possibilités de trouver un emploi. Et puis pour le reste, il faut imaginer effectivement comment vous pouvez grossir votre business
Ça fait pas de mal de venir faire un tour. Il faut simplement bien préparer son voyage. Faire le tour autour de son réseau et d'être assez sélectif dans les gens que vous allez rencontrer. Je ne veux plus rencontrer des gens qui ont des rêves dans la tête parce que ils ont entendu parler de la Silicon Valley, parce qu'ils ont lu des livres. Ça me rappelle quelqu'un, ça. J'ai lu un livre sur la Silicon Valley dans les années 80. Je pense que j'ai été atteint par le syndrome. Il faut être très pragmatique, mais il faut venir pendant une semaine ou deux. Et puis pour les entrepreneurs qui veulent effectivement, qui ont développé quelque chose de particulier, il y a des accélérateurs aux États-Unis qui vous permettent d'investir un petit peu. Ils prennent un petit peu de votre capital, mais ils essaient de. C'est un peu comme si on allait te préparer pour un marathon, le marathon de la future start-up américano-française qui va cartonner et qui va vous permettre d'apprendre, vous aider à tous les facteurs de réussite. Ça, c'est une autre façon. Tenter le coup de déposer son dossier, non pas pour avoir une subvention auprès de sa région, je ne sais trop quoi, mais pour aller s'acoquiner avec des incubateurs qui, eux, vont vous aider à passer à la prochaine étape grâce à leur réseau, grâce à leur mentor. Vous pouvez me contacter après si vous voulez les noms, parce que c'est je cite des noms comme ça, mais c'est Y Combinator. C'est un incubateur qui est assez connu, basé à Mountain View. Il y a 500 startups. C'est un autre incubateur. Il y a Techstars. C'est souvent une façon de voir si on est prêt à... Parce que ces gens-là, ce pas des gens qui sont américains, c'est des gens qui sont habitués à recevoir des entreprises de tout le pays. D'Égypte, de Syrie, de Chine, d'Inde. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, dans la Silicon Valley, c'est une vraie tour de Babel. Donc, c'est une autre façon aussi de venir tenter l'expérience dans la Silicon Valley si vous arrivez à convaincre un de ces incubateurs. Très bien. Merci, Phil, je dis, d'être venu jusqu'à nous. Merci de nous avoir fait partager ton expérience très riche et vraiment super intéressante de ce qu'on peut faire là-bas, comment on peut le faire aussi, c'est tout ça qui est important. Voilà, on va continuer le salon Innovia. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.